Si je vous ai parlé de l'ignorance la semaine dernière, c'était pour bien aborder le sujet d'aujourd'hui. Nous avons vu en effet que l'ignorance est triviale chez l'être humain, et que c'est à partir de celle-ci que tout progrès peut advenir. Mais qu'est-ce qui se passe entre le moment où nous prenons conscience de notre ignorance et le moment où nous accédons à la connaissance? Existe-t-il d'ailleurs un outil fiable ayant pour fonction de nous faire acquérir des connaissances solides? Oui, il y en a un. Le problème, c'est qu'il est sous-coté, sous-estimé, souvent délaissé même. Il pourrait être utilisé pour enrichir nos vies et nos esprits. Malheureusement, pris dans une vie rapide et mouvementée, nous ne pensons jamais à lui. Cet outil, c'est le doute. Nous allons désormais tâcher de comprendre le concept qui se cache derrière ce mot en apparence banal et tenter de mettre sa puissance en évidence. Car oui, cet outil est puissant. Tellement puissant qu'il fait maintenant partie intégrante de la démarche scientifique et philosophique. Tellement puissant qu'il brûle les sophismes et autres bêtises sur son passage. Tellement puissant qu'il peut faire de vous les penseurs de demain. Alors, tenez-vous bien. Tout d'abord, il nous faut revenir sur un mouvement assez ancien pouvant être en partie à l'origine du doute. Le scepticisme. Le scepticisme est apparu avec les philosophes sceptiques, ça va de soi, tels que Pyrrhon d'Hélice, qui est considéré comme le fondateur de ce mouvement, et Sextus Empiricus entre autres. Au sens courant du terme, le scepticisme consiste à se méfier de tout ce qui n'a pas été soumis à un examen critique. Il s'agit par exemple de ne pas prendre pour vrai tout ce que dit n'importe qui sans aucun argument. Il est des vérités qui sont pas bonnes à dire, hein. Tandis que dans son sens philosophique, le scepticisme désigne le fait de croire qu'il est impossible d'atteindre la vérité avec certitude. Précisons ici que l'on entend par vérité tout ce qui est absolu, les grandes énigmes de l'univers quoi. Qui est le premier de l'œuf ou de la poule? Et par cela même, le scepticisme fait du doute un système de pensée à part entière. Mais le doute, c'est quoi au juste? Là, il convient de faire attention. Il y a en effet deux types de doutes. Deux types de doutes bien distincts. Le premier doute, c'est le doute sceptique. Le doute sceptique est subi par le sceptique lui-même qui cherche la vérité. Sauf qu'en cherchant la vérité, il se rend compte qu'il ne la trouve pas et doute donc de tout. Enfin, le deuxième doute, c'est le doute cartésien, le doute méthodique de Descartes. Ce doute-ci est né avec le philosophe et scientifique Descartes qui cherchait à créer des bases solides pour l'apprentissage des connaissances. Ce doute est voulu par le philosophe qui doute afin de trouver la vérité. En doutant, celui-ci élimine ce qui est faux par examen critique jusqu'à trouver une chose, un noyau dur qu'il ne peut pas éliminer, c'est la vérité. Vous allez nous perdre avec tout ça. De quel doute on parle alors ? Eh bien, on voit que ce qui lie ces deux types de doutes, c'est la volonté d'interroger, la volonté de peser et de remettre en question pour éliminer ce qui n'a pas assez de poids. Et l'on peut d'ailleurs ici tout à fait parler de poids si l'on considère que les idées et les croyances fausses ne reposent pas sur suffisamment d'arguments. Mais pour cette vidéo, nous serons plus proches du doute cartésien que du doute sceptique, puisqu'on peut considérer, et à raison, que le doute sceptique ne nous permet pas de diriger pleinement nos vies. En effet, si le doute sceptique ne s'attache à aucune forme de connaissance, puisqu'il ne sait pas si elle relève de la vérité ou non, cela ne va pas nous arranger dans nos affaires, c'est le cas de le dire. Mais alors, comment mettre en application le doute? Que permet-il? Et que peut-on en tirer pour vivre plus sagement? Tout commence par là. On connaît bien Descartes pour son fameux cogito. Je pense, donc je suis. Malheureusement, on le connaît moins pour sa rigueur scientifique. Ce n'est pas pour rien que le qualificatif cartésien vient de son nom, et sa fameuse méthode du doute cartésien. La méthode du doute cartésien, qu'il exprime dans le discours de la méthode, commence quand même comme ça. Ne recevoir jamais aucune chose pour vrai, c'est-à-dire éviter la prévention et la précipitation, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. En gros, il s'agit d'étudier rationnellement toutes les connaissances et croyances auxquelles nous sommes confrontés et de juger vraies seules celles que l'on n'arrive plus à remettre en question. Exactement. Et en cela, Descartes fait appel à son esprit critique. Il fait appel à son esprit critique car il est conscient des biais et des erreurs que les sens et le manque de réflexion peuvent provoquer en nous. Sans compter qu'il cherche à se débarrasser des fausses croyances qu'il a, ce qui implique nécessairement qu'il fasse une analyse complète de sa propre rationalité. Descartes doute de tout. Il raisonne, il ne se contente pas de la connaissance telle qu'elle se présente à lui. En somme, il fait preuve d'esprit critique. À ce niveau-là d'ailleurs, on ne peut que reconnaître que c'est une bonne chose. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous abordions l'incontestable ignorance de l'homme. De cette ignorance naît donc notre curiosité naturelle et qui nous amène à nous diriger vers la connaissance. Or, peut-on vraiment dire d'une connaissance qu'elle en est une si elle n'est pas méthodiquement analysée? Peut-on dire d'une information qu'elle relève de la vérité alors qu'on ne l'a même pas sérieusement examinée? Nous sommes trop limités par nos biais cognitifs, nos sens et nos émotions pour déterminer ce qui est vraiment juste ou non en un coup d'œil. Tenez, il suffit de prendre l'exemple du bâton dans l'eau pour le montrer. Notre vue nous dit bien que le bâton est coupé.
Mais en fait, il n'en est rien. Et ouais, aujourd'hui, on peut même plus faire confiance en ses yeux. Alors, il ne faut pas être sûr de tout. Il ne faut pas être sûr de tout ce qu'on croit savoir, car certaines de nos croyances reposent sur des bases fragiles ou des erreurs de jugement. Bref, il faut cultiver son esprit critique. Et cela passe majoritairement par le doute. C'est très bien, c'est très bien tout ça. Comment je fais moi maintenant? Descartes a des choses à nous apprendre. En tant que tel, le doute est censé servir la réflexion du philosophe. Le doute est censé permettre au philosophe d'atteindre ce qui est vrai, autrement dit, ce qui relève de la vérité. Sauf que, pour que le doute soit pratique et qu'il ne reste pas un simple concept abstrait, il faut en faire un outil. Et ça, Descartes l'avait bien compris. Effectivement, il fallait que le scientifique transforme son doute en une méthode pragmatique qui lui permettrait de concrétiser ses réflexions. Et oui, quand on aspire à refonder les bases de la connaissance, il faut sortir un petit peu de ses méditations. Namasté les amis. Ainsi, Descartes fonda une méthode en 4 points simples que nous pouvons nous-mêmes utiliser. Ne recevoir jamais aucune chose pour vraie. En gros, ne jamais juger une information comme juste tant qu'on ne l'a pas étudiée. Diviser chacune des difficultés qu'on rencontre. D'après Descartes, il faut les diviser en autant de parcelles qu'on peut afin de mieux les résoudre. Penser de manière ordonnée. C'est-à-dire passer des choses les plus simples aux choses les plus complexes, en voyant le tout comme un système uniforme. Enfin, être exhaustif dans ses analyses. Je cite Descartes, faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. C'est sur cette méthode plutôt simple que Descartes s'appuie pour commencer sérieusement ses travaux. Et n'est-ce pas sur celle-ci que devraient aussi s'appuyer ceux qui cherchent la connaissance? Je ne veux pas dire que la méthode de Descartes est parfaite. Laissez-moi vous expliquer. Une connaissance n'est connaissance que lorsque l'information, l'idée à la base de cette connaissance, a été vérifiée et examinée méthodiquement. Or, les personnes qui cherchent la connaissance sont vite amenées à se tromper si elles ne doutent pas un tant soit peu. En effet, si l'on ne doute pas face à une information, on la prend telle qu'elle, selon l'apparence qu'elle a, sans savoir si elle est juste ou non. Dès lors, ceux qui cherchent la connaissance devraient partir d'une méthode afin d'augmenter leurs chances de ne pas se tromper. Voilà l'utilité du doute. Voici le doute en tant qu'outil. Il nous évite les erreurs de jugement et de raisonnement, ce qui nous permet d'accéder, en partie au moins, à des connaissances fiables car examinées au préalable. En ce sens, le doute sert à la réflexion de celui qui l'utilise. Que ce soit le scientifique, le philosophe ou le curieux, mais vous ne craignez pas que le doute nous ralentisse trop? S'il faut en effet douter à chaque fois que l'on s'apprête à accueillir une connaissance, nous ne sommes pas sortis d'affaire. Là-dessus, je vais laisser Descartes vous répondre. Ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin. Que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent? Il s'agit donc d'examiner. Prenez la peine de douter lorsqu'une information vous apparaît. Demandez-vous d'où vient cette information. Qu'est-ce qui peut la contredire ou au contraire la soutenir? Cela suffira pour commencer. Car quiconque doute, un tant soit peu, se rapproche de ce qu'on appelle raison. La raison, du latin ratio qui signifiait initialement faculté de calculer et d'organiser, peut aujourd'hui se définir par la connaissance à laquelle l'être humain accède grâce à un calcul logique. Ce calcul logique consiste en l'examen rationnel de l'information. Dans notre cas, cet examen rationnel, c'est la méthode cartésienne. La raison est donc un état que l'homme peut connaître seulement lorsqu'il a usé de doute afin d'acquérir des connaissances qui ne sortent pas de nulle part. Des connaissances qui ne sortent pas de nulle part? Vous êtes sérieux là? J'entends par là des connaissances dont les bases sont connues. Des connaissances qui peuvent être considérées comme telles justement car elles ont demandé analyse et calcul. La raison commence donc là où le doute est passé. La raison commence donc là où le doute est passé puisque c'est en doutant que l'on fait justement le travail nécessaire à l'atteinte de l'état de raison. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Je vous parle du doute en tant qu'outil car le doute n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Le doute n'est pas une fin en soi car il est censé servir notre réflexion. Et s'il est censé servir notre réflexion, c'est un moyen. La fin serait plutôt l'état de raison que l'on atteint grâce au moyen du doute. L'état de raison serait une fin en soi puisqu'il est décidément l'état le plus sophistiqué et le plus abouti de la connaissance. Et quelle fin! Celui qui est raisonnable ne se laisse pas avoir par les dogmes et les croyances qui font fureur dans tous les milieux depuis des millénaires. Celui qui est raisonnable ne possède pas toute la vérité. Mais il est moins dans l'erreur que celui qui n'a pas douté. Là où commence la raison, le doute est passé. Aujourd'hui, bien que personne ne nous empêche de douter, nous avons tendance à prendre l'information telle qu'elle, sans jamais la questionner ni l'examiner, ce qui nous éloigne de la raison. À manger des publicités, des débats ou encore des articles de presse en n'examinant pas ce qu'on nous donne, nous nous rapprochons d'être déraisonnables qui ont souvent tendance à oublier leur propre ignorance. C'est un peu comme si nous mangions des aliments délicieux que l'on pense sains,
alors que ces aliments sont en réalité d'infâmes excréments mélangés à l'urine émanant directement du rectum. Mais arrêtez ça, c'est ignoble! Je voulais une image forte, vous comprenez? On a très bien compris, vous inquiétez pas. En somme, un peu de doute ne peut faire de mal à personne car il nous confronte à notre propre ignorance, à nos propres failles. Et c'est ce qu'il doit se passer pour que nous puissions les dépasser. Et ce n'est d'ailleurs pas tout. Le doute permet de nuancer les propos et les idées, d'amener un sens nouveau aux actes et aux mots utilisés. Bref, le doute étend notre vision du monde et par ce fait même, nous enrichit intellectuellement. Durant le siècle des Lumières, l'Inquisition sévit encore et tente de venir à bout des intellectuels qui doutent de tout. Quiconque recherchera la vérité risquera d'être persécuté, disait Voltaire dans Le philosophe ignorant. Faut-il rester oisif dans les ténèbres ? Ou faut-il allumer un flambeau auquel l'envie et la calomnie rallumeront leurs torches? Une question émerge à nouveau et nous amène à nous demander si finalement, il ne vaut pas mieux se satisfaire de sa propre ignorance. Ceux qui doutent et qui cherchent la vérité peinent parfois à se satisfaire pleinement de la vie en société. Ils ont affaire aux dogmes religieux et aux lieux communs, au manque de réflexion, à l'obscurantisme parfois. Mais ils ne lâchent rien. Pour moi, je crois que la vérité ne doit pas plus se cacher devant ces monstres, que l'on ne doit s'abstenir de prendre de la nourriture dans la crainte d'être empoisonné. Faites-vous partie de ceux qui vivent heureux en ne cherchant pas la vérité? Ou au contraire, avez-vous plutôt tendance à ne pas supporter la complaisance et à examiner les choses quoi que ça puisse vous coûter? Descartes et Voltaire ne sont qu'un exemple parmi d'autres de l'incroyable curiosité humaine. Tout mon dessein ne tendait qu'à m'assurer, et à rejeter la terre mouvante et le sable, pour trouver le roc ou l'argile. Et eux, ils sont rentrés dans l'histoire. Vous aussi, vous rejetez la terre mouvante et le sable pour mettre au grand jour le roc ou l'argile? Ça, c'est notre histoire.